Bonjour, nous trouvons aujourd'hui devant le home des amis des aveugles. Simone Veil dit « La vérité devenue vivante, vraie comme la mort et vivante comme la vie. Un home à Bruxelles, et qui plus est, un home dédié aux aveugles. Oui, ça existe. Rendre visible, donner la parole au territoire silencieux. Un home construit non pas à cause de la prévoyance des pouvoirs publics, mais seulement parce qu'un riche baron, aveugle lui aussi, et sans enfant, a légué sa fortune. C'est hélas trop souvent le cas, comme si le handicap était condamné à dépendre de la charité privée. Alors voilà, on est parti explorer cet étrange lieu, un monde proche et lointain. Bonjour. Monsieur C'est bien vous? Colonna Oui, c'est bien ça, c'est bonjour. moi. Moi, je suis Bonjour. Jennifer d'Inscripteur 3e œil. Jennifer. Bonjour, Imen. Imen, Imen, Redouane Ashraf et Ludo. et Ludo. Bon, on va aller jusqu'à l'airport et puis vous me direz ce qui vous amène. Ça va, ok, très bien. Bonjour. Discipliné, hein. Ah oui, ils sont sages, les enfants. Hein. Ah, enfin, à deux, je vois une tête. Non, parce qu'il y a des petits, des grands. Pour une seule tête, c'est un peu difficile. Ouais, Hein. c'est ça. Alors ici, la résidence Port de Halle est une très vieille maison puisqu'elle a été fondée. Les bâtiments dans lesquels on est ici datent de 1855. À l'époque, ça portait le nom de Maison des aveugles, Hospice des aveugles. C'était une des activités gérées par la Société royale de philanthropie, qui est un organisme encore plus vieux, puisque la Société royale de philanthropie a été créée dans les années 1820. La Société royale de philanthropie s'est occupée d'énormément d'activités, de crèches, d'aide aux personnes tuberculeuses, et un jour elle a reçu un legs, donc un énorme don du baron de Langlantier, un monsieur qui avait beaucoup de sous, mais qui n'avait pas d'enfant. Et il a donné toute sa fortune, par testament, à la Société royale de philanthropie, pour que la société construise un hospice pour les aveugles, lui-même étant aveugle. Et c'est comme ça que, ici, la Maison des aveugles C'est grâce à lui. est née. Oui, c'est grâce à lui. Oui, c'était un don. Donc la Société royale de philanthropie a fait construire, ici, bon, c'était un terrain vague à l'époque. Hein. En fait, on est à l'emplacement des anciennes murailles de Bruxelles. On a fait construire ici l'hospice, qui était plus petit que maintenant, exclusivement pour des aveugles. Bon, et puis le temps a passé, on est arrivé à la fin du XXe siècle, toujours Maison des aveugles, avec deux éléments, je vais dire, médicaux importants. Un, qu'il y a de moins en moins d'aveugles, tant mieux. Ah, c'est d'autres. Il y a moins d'aveugles, pourquoi? Ben, les progrès de la médecine. Par exemple, il y a une résidente ici qui est aveugle, parce que, à l'âge de 8 ans, elle s'est crevé un œil avec son aiguille à tricoter. Ah. Bon, là, l'œil était perdu. Il y a eu une infection qui est passée d'un œil à l'autre. Et elle a aussi perdu le deuxième. Alors qu'elle voyait bien, hein, sans souci. Ça se passerait maintenant, mais maintenant, il y a des antibiotiques. La pénicilline, bon, elle a eu son accident avant la découverte de la pénicilline et des antibiotiques. Hein, donc voilà, quand je parle des progrès de la médecine, voilà. Et à côté de cette diminution du nombre d'aveugles, de naissance ou d'aveugles précoces, hein, parce qu'il y a toujours les problèmes de mauvaise vision liés à l'âge, mais qui se soignent aussi. Maintenant, l'opération cataracte, c'est devenu banal. La personne va un jour pour faire l'œil gauche, le lendemain on peut faire l'œil droit, et 3 jours après, elle dit c'est magnifique, je revois bien. Donc il y a quand même des gros progrès au niveau de la médecine. Et à côté de ça, il y a de plus en plus de problèmes, style maladie d'Alzheimer, des problèmes de démence chez les personnes âgées. Hein? Alors est-ce qu'il y en a plus maintenant qu'avant, ou est-ce qu'on y fait plus attention? Hein, ça c'est un débat. Et donc, il y a eu une évolution de la maison ici qui s'est ouverte à la gériatrie en général. Avant, c'était une maison rien que pour des aveugles, ou à peu près. Hein, bon, parce qu'il y a toujours des exceptions. Et puis,
ça s'est ouvert à toutes les personnes âgées, entre autres avec un service spécialisé pour la psychogériatrie, pour les personnes qui ont des problèmes de maladies, style maladie d'Alzheimer, mais en restant ouvert de préférence aux personnes qui ont un problème visuel. Ce qui veut dire simplement que dans la liste d'attente, si à un moment donné il y a une chambre qui se libère et on a plusieurs personnes qui sont sur la liste d'attente pour rentrer dans la résidence, si dans cette liste il y a quelqu'un qui a un handicap visuel, malvoyante ou non-voyante tout à fait, eh bien elle aura priorité. Combien de personnes vous accueillez dans le... Ici, il y a 150 résidents. Mais forcément, ici à l'atelier, on ne travaille pas avec 150 personnes le matin. À l'atelier, allez, on va dire 20. Et parfois, c'est 15, parfois c'est 25, ça dépend des jours. En gros, un ordre de grandeur, entre 15 et 25, parfois un peu plus. Le mercredi, on a un groupe cuisine, ici à l'Ergot. Mercredi passé, je crois qu'il y avait 21 résidents. En général, on compte 25 personnes qui mangent. Si on compte la vingtaine de résidents, plus les personnes qui encadrent, c'est 25 quoi. Quand on fait les proportions pour le menu, on compte 25 personnes. Et combien de personnel? Il y a environ 100 membres du personnel, mais pas nécessairement des temps pleins, hein, environ, c'est un ordre de grandeur. Et une grosse cinquantaine, si pas un peu plus, de bénévoles, qui ne sont pas là tous les jours. Alors, il y a des bénévoles qui passent une fois de temps en temps, il y en a qui sont beaucoup plus actifs, donc ça fluctue. Et vous êtes ergothérapeute? Alors, ici, dans la maison, on a une équipe d'ergothérapeutes. Nous sommes 5 dans l'équipe. Moi, que vous avez vu, Vinciane, que vous avez dit bonjour. Voilà, il y a Thérèse aussi. Thérèse, qui elle-même est malvoyante. Ok. Enfin bon, ça n'empêche pas de travailler très bien. Bien sûr. Voilà. D'autres questions comme ça, je veux dire, informelles? Oui, vas-y. Vous faites des activités avec les personnes âgées. Avec les personnes... Ah oui, c'est pour ça qu'on est là. Oui, je veux dire, quel type d'activité vous faites avec eux? On fait tout. C'est pas, on fait beaucoup de choses. Mais par exemple, dans cette évolution vers la présence de plus en plus de résidents voyants, moi je suis arrivé ici à 20 ans, il y avait énormément de... Il y avait beaucoup plus de malvoyants ou de non-voyants, et c'était plus des activités accessibles à des non-voyants, du style le tricot, le crochet, hein, pour les femmes, la vannerie, pour les hommes, du macramé aussi, donc qui sont des activités qu'on peut faire sans les yeux. Même ma grand-mère qui voyait très bien, mais elle ne regardait pas son tricot, elle regardait la télé, elle tricotait sans... Tricoter, même quand on a ses yeux, on n'est pas obligé de les utiliser, c'est quelque chose d'automatique. Hein. Donc il y a entre autres la dame qui s'est crevé les yeux à l'âge de 8 ans, c'est paradoxal, mais elle est devenue aveugle à cause du tricot, et c'est devenue une tricoteuse magnifique, donc elle tricotait très bien. Voilà. Et alors maintenant, par exemple, on fait des affiches, du dessin, donc des choses qui sont beaucoup plus visuelles. Il y en a qui jouent au Scrabble, il y en a qui jouent aux échecs, échecs adaptés aussi. Ça, on peut le faire. Il y a un résident tout à fait non-voyant qui joue aux échecs. Des activités aussi, alors de groupe, de la lecture, des groupes jeux, où là on peut mélanger voyant, non-voyant, malvoyant, ça n'a pas d'importance, hein, question-réponse. Cinéma, il y a 2 films par mois, dont un film est en audiovision. Ah, ok. Hein, là, je travaille en collaboration avec l'association Valentin Aoui de Paris, qui nous envoie... Oui, parce que je n'ai pas trouvé service là en Oui, Belgique. ici, il n'y a pas... Il y a les Amis des aveugles, justement, à Glun, mais eux qui ne prêtent pas leurs DVD. Il faut aller chez eux. Ils font des séances en audio-description, ou audiovision, mais il faut aller chez eux. Alors que l'association Valentin Aoui, ils m'ont envoyé leur catalogue, je commande le film que je veux, ils me l'envoient, je le projette, je leur renvoie le film. Chouette. Voilà. Oui, c'est très bien. Ouais. Et vous faites des sorties en dehors? Nous organisons des excursions, oui, environ 10 par an, la moitié des petites, la moitié des grandes. Alors quand c'est une grande excursion, on part le matin à 9h, on revient le soir vers 6h. La dernière grande excursion, on est allé visiter l'exposition Van Gogh à Mons. Et on prend des autocars avec un ascenseur. Un autocar avec un ascenseur? Un autocar avec ascenseur, oui. Parce que, ou bien les personnes ne sont pas capables, sont capables de marcher, mais pas beaucoup. Bon. Donc,
monter l'escalier d'un autocar, c'est fatigant. Parfois, c'est pas possible, simplement. Hein? C'est grand. Voilà. Mais puis, à côté de ça, on a aussi des résidents qui sont incapables de se lever. Quelqu'un qui est... et donc, qui va rester en chaise roulante pendant toute l'excursion. Et donc, elle rentre alors avec sa chaise roulante dans l'autocar. C'est chouette. Voilà. Donc, on est allé visiter l'expo Van Gogh à Mons. Et on visite, et puis on va au restaurant. Et on mange bien. Ça fait partie du plaisir. Ah, et bien alors, parfois, sûr. on a des... Et alors, les excursions les plus courtes, en général, c'est à Bruxelles. On va, par exemple, aller au grand serment de Saint-Georges, qui est en dessous de l'église de Saint-Jacques de Kronenberg, pour tirer à l'arbalète. Ah oui. Voilà. Vous n'avez pas peur, hein? On l'a déjà fait et on n'a pas eu de mort, donc voilà, c'est sécurisé. Non, c'est très bien, voilà. C'est certain qu'on essaye de se tourner vers l'extérieur. Bah oui, c'est bien. Aussi. Comme ça, il reste pas tout le temps. Comme ça, c'est pas tout le temps ici. dans le même l'intérieur. coin. Non, ce n'est pas parce qu'on rentre en maison de repos que la vie s'arrête. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Oui, mais c'est pas sûr pour tout le monde. Ouais, il y en a, c'est ils pas disent, évident. Il y en a Voilà. qui n'ont pas envie d'en rentrer. Hein. Ouais. Ben, quelque part, c'est clair que ça n'est jamais comique. Je crois qu'il y a peu de personnes qui rentrent en disant « Chouette, je rentre en maison de repos ». Voilà, mais la vie continue, malgré le handicap, malgré la VS, malgré la maladie. Et je crois qu'il y a parfois des gens qui sont beaucoup mieux ici à l'intérieur qu'à l'extérieur. Entre autres au niveau social, au niveau relationnel. On n'est jamais seul ici. Voilà, mais on doit partager avec... c'est une vie communautaire avec des gens qu'on n'a pas toujours partagé, qu'on n'a pas toujours choisi. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'était chouette. C'est bien. Est-ce que les résidents, est-ce qu'ils souffrent d'autres handicaps? Enfin, ils ont d'autres handicaps Forcément, on a ici à la résidence toutes les pathologies, les maladies, les problèmes qu'on peut rencontrer chez les personnes âgées de façon générale. On a parlé des problèmes de démence, on a parlé des problèmes des locomotions aussi. Soit parce que les personnes sont paralysées, il y a d'hémiplégie ou sclérose en plaques, soit simplement parce que par faiblesse, les gens ne sont plus capables de marcher seuls, donc se déplacent en chaise roulante. On a peut-être de pathologies qui sont un petit peu plus représentées suite à 2 partenariats qu'on a. On a un partenariat avec le Centre belge de la sclérose en plaques, qui se trouve à Melsbroek, et pour lequel nous réservons 4 lits d'office. Et on a aussi un partenariat qui est moins officiel, mais une collaboration avec le CTR à Brugman, donc le Centre de traumatologie et de rééducation, ce qui fait qu'on a parfois plus de résidents assez jeunes, cérébrolésés ou ayant eu un accident. Pourquoi est-ce que ces personnes se retrouvent en maison de repos pour personnes âgées? Parce qu'il n'y a pas assez de structures d'accueil pour des adultes handicapés physiques. C'est ça le problème. Hein. C'est ça le problème. Et en fait, on peut parfois se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de structures d'accueil, alors qu'il y a en général beaucoup plus de structures d'accueil pour les personnes ayant un handicap mental. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un home pour handicapés mentaux qui avait été fondé par des parents. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que le handicap mental est de naissance. Donc les parents se rendent compte que leur enfant est handicapé mental. Au début, ils le gardent à la maison, puis ils le mettent dans une structure scolaire. Et puis vient tout d'un coup la grosse question, oui, mais qu'est-ce que mon fils, ma fille va devenir quand moi je ne serai plus là? Et pour répondre à cette question, il y a énormément de parents d'enfants handicapés mentaux qui ont créé des structures d'hébergement. La différence, c'est que la personne qui a un trauma crânien, la personne qui est handicapée physique suite à un accident, on ne pouvait pas le deviner quand elle avait 5 ans ou qu'elle avait 10 ans, qu'à 35 ans, elle serait renversée par une voiture. Donc, il n'y a pas eu une anticipation possible. C'est un petit peu la différence entre les 2 problèmes. Voilà, nous on a fait, parce qu'au cours de la conversation, on a abordé toutes les questions qu'on avait. Donc je ne sais pas si on peut faire une petite visite. Oui, alors. bien sûr. Comme ça, on se déplace un petit peu. Oui. Alain Badiou dit « Il est de l'essence de l'événement de n'être précédé d'aucun signe et de nous surprendre de sa grâce, quelle que puisse être notre vigilance. C'est peut-être ce qui arrive aux bénévoles.
Sans crier gare, ils sont rattrapés par quelque chose qui s'impose et les entraîne. Qu'est-ce qu'un bénévole ? C'est l'huile qui fait tourner les machines. C'est le faible plancher hétéroclite qui empêche que les choses s'effondrent sur elles-mêmes. Donc au niveau de ce qu'il y a comme adaptation par rapport au handicap visuel, vous avez entendu que les ascenseurs parlaient. Oui. Dans les ascenseurs, les boutons sont en relief. Et je crois, ça dépend un peu des ascenseurs, c'est marqué en braille aussi. Maintenant, il faut être réaliste. Sur les 150 résidents, il y en a une, deux, il y en a peut-être 3 qui lisent le braille. Même oui, parce que une personne âgée de 70 ans qui a perdu la vue, elle ne va pas se mettre au braille. Hein? Donc, et les 3 personnes auxquelles je pense sont effectivement des aveugles de naissance, qui ont été dans tout le circuit scolaire des non-voyants, qui ont appris le braille. Et, voilà. Venez, on va passer par la salle des fêtes. Ok. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, elle est belle votre salle de fête. Ah oui, oui. Ah. Oui, c'est la dame avec... Donc ici, on est dans la salle des fêtes. Oh, bonjour tout le monde. Je sais pas encore Il y a du comment monde, hein. je pourrais parler. Donc, voilà. À droite, dans les activités. Alors, quand je parlais d'activités, j'ai dit qu'on avait des bénévoles, Oui. une cinquantaine, soixantaine de bénévoles. Il y en a qui tiennent... La cafétéria est tenue par des bénévoles. L'animation pastorale, donc la religion est tenue par des bénévoles. Il y a des bénévoles qui aident aux excursions, qui accompagnent les résidents lorsqu'ils ont un rendez-vous médical. Et il y a des bénévoles qui organisent vraiment des groupes d'activités, comme ici. Madame Allais, Monique et son équipe, ça fait, je ne sais plus si c'est 30 ou 35 ans, et si ce n'est pas 35, c'est 40 ans, qu'elle organise un concert de musique classique le vendredi après-midi. Voilà. Et donc voilà, on est un petit peu juste avant ici, et les bénévoles vont chercher les résidents, mais il y a aussi une chorale le mardi soir, il y a un groupe jeu le mardi après-midi, il y a un groupe lecture le jeudi après-midi, tenu par des bénévoles. On a une belle et grande équipe de bénévoles, et voilà, qui nous permettent de faire encore plus et encore mieux. C'est ici qu'il y a les projections de cinéma, c'est dans cette salle-ci. C'est la salle vraiment polyvalente, le carnaval, et puis parfois des choses moins amusantes comme les enterrements. Ah oui, c'est là que vous faites... Voilà, qui est une... Oui, vous pouvez aller, Liliane, allez, pas de souci. Voilà, ça fait partie de la vie aussi. Il y a... Attends, je ne dis pas d'ânerie, c'est 70 chambres seules et 40 chambres doubles. Ça fait 150. On peut imaginer quelqu'un qui doit rentrer ici chez nous, qui demande une chambre seule, mais il n'y en a pas de libre. Il va d'abord aller dans une chambre double. Et puis à un moment donné, il va avoir une chambre libre qui peut se libérer dans un autre service. Il changera de service pour aller en chambre seule. Alors, la maison est tout à fait ouverte, tant au niveau philosophique et religieux, au niveau politique et tout. On n'a aucune orientation religieuse ou politique spécifique à la maison. Maintenant, il y a une réalité, c'est que la maison a été dirigée pendant à peu près tout le XXe siècle par des religieuses. Ce n'était pas un couvent, mais les religieuses ont géré la maison des aveugles pendant à peu près tout le XXe siècle. Et autre réalité, la majorité de la population à Bruxelles est plutôt catholique. Donc c'est vrai qu'il y a des messes, une messe le mercredi, une messe le dimanche, mais on accepte des gens de toutes les confessions. On a des musulmans, il y a des israélites, il y a des protestants et tout. Voilà. Et chacun est libre de vivre comme il le souhaite, dans le respect chaque fois les uns des autres. C'est très important. Voilà, on va faire le tour d'un service, comme ça vous voyez un petit peu C'est quel service ici? Ici, c'est le service Edelweiss. En fait, les services portent des noms de fleurs. Frésia, Edelweiss, orchidée, iris. C'est chouette, ça. C'est une façon de les reconnaître. Voilà. Chaque service aussi a une couleur d'encadrement pour les portes. Ça permet
même si on ne voit pas très bien, de retrouver plus facilement. Et ça change d'un service à l'autre. Ici c'est vert foncé, Frésia c'est bleu foncé, il y a un bordeaux foncé. Et le quatrième, je ne sais pas quelle est la couleur. Il n'y va jamais. Si je vais partout, mais je ne sais plus. On pouvait constater aussi qu'il n'y a pas de marche dans la maison. Hein. Alors, du temps des aveugles, quand c'est ditement les aveugles, il y avait des marches, mais ils avaient l'habitude. Voilà, maintenant qu'on s'est ouvert à la gériatrie en général et qu'il y a de plus en plus de chaises roulantes, il n'y a pas de marche. Dans le jardin, non plus. Hein. Voilà. Vous voyez, ici c'est bien vert foncé. Ouais. Au niveau des adaptations aussi, à l'entrée de certaines portes, il y a des repères tactiles. Vas-y, Continue, Ashraf. Tu vas, Suis Ashraf, tu vas y arriver. la truc. Continue avec la barre. Voilà. Et voilà. Voilà. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour. Et alors, on accepte même les gens qui sont tout petits, hein, Louise. Et alors, quand je suis avec Louise, elle me regarde. Et qu'est-ce que vous m'avez dit l'autre jour? Elle regarde. Je me rappelle plus. C'était comme ça. Puis il me dit, il fait comment là en haut? Bah, il dit, ah, ça manque un peu d'oxygène. Et en bas, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ah oui, moi non plus, hein, je suis pas très grande. Ah non, mais c'est moi non plus. Non, oui, mais Louise, elle est plus petite. Moi j'ai l'habitude aussi de Ouais, toute moi ma aussi. vie. Il a beau de faire le sport. On va aller dans le jardin. Ça va, vous n'aurez pas froid? Non. Et en fait, donc, j'ai dit que les derniers grands changements dans la maison Ouais. datent de 1990. Moi, je suis arrivé ici en 1995. C'était les gros travaux. Et le jardin, l'ancien jardin, je vais dire, était saccagé. Simplement parce que au milieu du jardin, il y avait une grue. Il y avait les sacs de ciment d'un côté, il y avait les ourdis en Vous béton, n'avez voilà. pas fait attention. quoi. Ben, c'est pas question de faire attention, il faut bien le mettre quelque part. Donc voilà, ils avaient sacrifié le jardin, mais avec l'idée de se dire que quand les travaux seraient terminés, Oh, c'est fini le jardin. on allait refaire un nouveau jardin spécifiquement adapté aux personnes qui ont un problème visuel ou bien aux personnes qui ont des problèmes pour se déplacer. Ouais. Hein. Donc le jardin a été travaillé en collaboration d'une part une étudiante en ergothérapie qui a fait son travail de fin d'année sur la réalisation du jardin et une étudiante en architecture des jardins de l'Institut Arthur Rouleau au CERIA. Et on a obtenu comme ça un jardin tout à fait adapté et pour les personnes qui sont aveugles ou non-voyantes et pour les personnes qui sont en chaise roulante ou en rollateur. Ouais. Et pour les personnes qui n'ont rien, que tant mieux pour elles, qui peuvent aller se promener n'importe comment. Voilà. Et alors c'est vrai que maintenant, ce jardin est ouvert assez souvent au public extérieur lors des journées du patrimoine. Donc il y a des panneaux explicatifs à certains endroits. L'idée de base du jardin, quand les deux étudiantes l'ont conçu, c'était qu'il y ait un itinéraire de promenade où même un aveugle, en sortant par la porte ici et en longeant le mur, en prenant la rampe, se retrouve automatiquement au point de départ. Et puis avec des zones de repos, comme derrière, hein, sous les tonnelles. Alors, mais je vous propose de tester l'itinéraire de promenade, voilà, en prenant la rampe ici à gauche. Et en fait, le principe est très simple. Quand la barre s'arrête, on change de main. Ah oui, d'accord. On prend Ok. l'autre. Et on passe de l'autre côté. Avez-vous encore des questions? Oui, moi j'ai encore Enregistrables ou pas enregistrables? une. Moi j'ai encore une. Je t'écoute. Par exemple, si une personne de déficience visuelle Oui. voudrait faire du bénévolat ou un stage ici, Ah, est-ce que c'est... alors, le bénévolat. Ce Ouais. qu'il y a, c'est que quand quelqu'un fait du bénévolat, il vient apporter quelque chose. D'accord? Il y a des gens qui viennent et il faut que l'échange, si tu veux, soit fructueux pour les deux parties. Bien sûr. Le bénévole apporte quelque chose et reçoit quelque chose. Hein. Il faut que la balance soit plus ou moins en équilibre.
J'ai malheureusement connu des bénévoles qui apportaient 10% et qui retiraient 90%, c'est déséquilibré. Si la personne qui a un handicap visuel se dit « je peux être efficace comme bénévole », il n'y a aucun problème. Tu voudrais faire du bénévolat? C'est pour ma copine. Parce que je sais, elle aimerait bien. Eh bien, je donnerai les coordonnées de la... Fousia, ah ouais, ça Ouais. pourrait l'intéresser. Ouais, c'est ça. Et tu la verrais faire quoi? Je sais pas, mais je sais qu'elle aime bien tout ce qui est eau, mais... Mais c'est elle qui avait en fait Ouais, initié c'est ça qui avait, cette ouais. visite. Elle a pas su venir L'idée parce qu'elle a eu un de contretemps, mais venir c'était elle qui voulait venir ici. Ouais. Donc, La vieillesse ou le handicap ne sont pas des naufrages. Le véritable danger qui pèse sur nous, c'est le déracinement. Simone Weil dit que le déracinement est une forme de privation, d'exil sensible, une séparation d'avec un sol, avec un écosystème culturel et symbolique. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle, à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments de l'avenir.